Madame, Monsieur, bonjour et merci de nous choisir pour un nouveau forum. Après avoir tant espéré, il souhaite mettre son expérience au service de la nation togolaise. Notre invité cette semaine dans le débat politique de dimanche est Dr Mensan Agbeome Kodjo qui nous fait l'honneur d'être au plateau. Dr Kodjo, bonjour. Oui, bonjour. Comment allez-vous? Je vais bien. Vous êtes le président du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, MPDD. Ancien président de l'Assemblée nationale, ancien Premier ministre, vous avez été plusieurs fois ministre du Togo et désormais candidat à l'élection présidentielle de 2020. Il faut ajouter ancien directeur général du port autonome de Lomé aussi. Ancien directeur général du port autonome de Lomé. Oui. Oui, vous avez posé vos marques. On aura peut-être l'occasion de reparler de ce parcours. Docteur Kodjo, on va démarrer avec l'actualité du jour. C'est l'opération de révision des listes électorales qui prend fin d'ailleurs ce dimanche. L'affluence, selon nos équipes qui ont fait un peu le tour, est importante devant certains centres de recensement, surtout dans les fiefs dits de l'opposition à Lomé. Vous, globalement, est-ce que vous avez suivi cette opération? Quelles sont vos analyses? Comment avez-vous apprécié les 3 jours consacrés donc à cette opération? Non, j'étais en mission à l'extérieur, donc je n'ai pas suivi. Je n'ai pas été sur le terrain moi-même, mais rassurez-vous qu'après cette émission, je ferai quelques tours. Mais globalement, ce qui m'est arrivé comme information, tant sur le territoire national qu'au niveau de la diaspora, c'est que ça n'a pas bien fonctionné et je pense que le gouvernement, de toute façon, va forcément donc proroger. Donc, en tout cas, le délai donné pour permettre, si vous voulez, du moins de rattraper, si vous voulez, les dysfonctionnements qui ont marqué le début de ce recensement. Il est clair que dans certains CRV, donc les kits sont arrivés, il n'y a pas de groupe électrogène ou inversement, et c'est peut-être tard, donc dans la nuit donc du 29 novembre que certains ont démarré. Et donc je considère que sur le plan local, il y a des efforts à faire. Et si je m'en tiens au rapport, du moins régulier, du moins ce que mon staff m'envoie, donc il y a un travail à faire sur le plan national pour permettre que ceux qui n'ont pas pu se recenser parce que se recenser ou en tout cas participer donc à la révision de la liste donc électorale puissent le faire. Et puis donc à l'étranger, que ce soit à Paris, que ce soit donc à New York, Washington, en tout cas j'ai ces 2 rapports. Je ne suis pas sûr que le pouvoir sera à même d'ouvrir du moins des bureaux de vote là. Pourquoi? Parce que pour ouvrir un bureau de vote, il faut qu'il y ait au moins 300 électeurs inscrits dans le centre. Donc à Washington, on est inférieur à 50 du moins, mais inscrits. J'ai dit inférieur, là je suis généreux à 50, peut-être à 25. Et puis également à Paris, vous avez suivi aussi, donc voilà. Maintenant, je ne sais pas ce qui s'est passé en RDC, au Gabon, comment je dirais, au Maroc. Bon, attendons de voir. Mais vous évoquez donc... Dit quand même que ce type de décision ne plaît pas. Et donc à beaucoup de gens, parce que nous avons des Togolais de la diaspora béninoise. Oui, ivoirienne, ghanéenne, burkinabé. On va reparler de la diaspora. Et donc, d'une manière ou d'une autre, de toute façon, moi, le jour donc où on a voté cette loi, j'ai dit aux gens, mais si vous arrivez à totaliser 1000, donc au niveau de toute la diaspora togolaise, là on a eu beaucoup de chance, mais là, de toute façon, les faits tendent à me donner raison. Maintenant, je ne sais pas ce qui se passe au niveau du Maroc, mais pour le moment, le train là, c'est difficile de mobiliser 1000 personnes, donc au niveau de la diaspora, pour prendre part donc, au prochain scrutin. Et puis je vais ajouter ceci. Dans les dispositions de la CEDEAO, lorsqu'on veut prendre une décision touchant à un texte fondamental, il faut qu'il y ait un consensus. Au moins si ce qu'on appelle comité de suivi aujourd'hui là, donc avait voulu débattre cette question du moins avec l'opposition républicaine, nous aurions pu dire que non, que ça là, ce n'est pas bon. Exiger toutes ces pièces-là pour autoriser quelqu'un à voter au niveau de la diaspora, ça poserait des problèmes. Et puis donc, on n'aurait pas choisi seulement 6 pays
où du moins nos compatriotes se trouvent. Je vais vous relancer sur la question de la diaspora, mais parlons un peu du... Donc le recensement, pour moi, aujourd'hui, je dis bien... Est-ce que votre constat n'est pas alarmiste parce que... Non, mon constat n'est pas alarmiste. De toute façon, si je n'étais pas sur le terrain, un petit dysfonctionnement. Moi, j'ai écouté RFI aussi. Non, ce n'est pas, comment je dirais, ce que le président de la CELI dit, ce n'est pas ce que les acteurs politiques disent. Et je crois quand même que tout le monde reconnaît que nous ne sommes pas des extrémistes et qu'ayant exercé le pouvoir, on connaît les limites. Donc on nuance toujours nos propos. Mais je dis, une élection, c'est d'abord le fichier. Il faut que le fichier, de toute façon, soit contradictoirement accepté par, si vous voulez, de tous les acteurs. Mais pour l'heure, au niveau de la diaspora, nous ne sommes pas satisfaits. Ce n'est pas aujourd'hui que nous le disons depuis. Et puis, la manière dont ça a commencé donc, localement ici, je ne sais pas. S'il y a eu un engouement, là maintenant. Voilà ce que je peux dire. Mais de toute façon, je vous dis que si je quitte ici, je visite. C'est un CRV avant de me rendre à la maison. Alors, si le gouvernement proroge le délai de révision des listes électorales, est-ce que cela va vous satisfaire ou vous avez des doutes sur le fichier lui-même constitué? C'est tout le processus qui pose problème. C'est tout le processus qui pose problème. C'est-à-dire, en fait, c'est pas bon de jouer à de fermer les oreilles sur les revendications de l'opposition. Depuis que la C14 a aligné, si vous voulez, donc une série de revendications, depuis que les forces démocratiques, sous l'autorité de Monseigneur Podjoro, ont évoqué ce qu'il faut faire pour des élections transparentes. Ça, c'est récent, l'histoire de Monseigneur Podjoro. Le mémorandum a été envoyé, je pense, le 13 novembre. Vous savez, j'étais ministre de l'Intérieur aussi, j'ai exercé le pouvoir. Si on vous dit que demain, le Togo va être envahi, on vous le dit 1 heure avant, vous allez dire que non, c'est récent, vous prenez les mesures qu'il faut. Vous prenez les mesures qu'il faut. On ne va pas jouer de montre, mais une question de temps. Si de toute façon, vous estimez que ce qu'on a envoyé est pertinent et qu'on n'a pas le temps suffisant pour le faire, vous prenez le temps de le faire. Tout ça, c'est pour prévenir, si vous voulez, de toute façon, les désordres ou les revendications ou peut-être des manifestations donc, qui peuvent se produire lorsqu'on ne tient pas compte de ça. Et donc, ce que je dis, il ne faut pas fermer les yeux, il ne faut pas fermer les oreilles pour dire que eux, c'est eux qui le disent. Nous, au nom de quoi vous allez aller? Au nom de quoi vous allez de toute façon dire que nous continuons? Au nom de quoi? C'est au nom de quoi? Qu'est-ce qui vous donne cette force-là? Et donc, ce que je dis, mettons-nous ensemble. Les élections au Togo toujours ont posé problème. Les élections ont toujours posé... Et puis, nous avons été aux élections... Une seconde. Nous avons été aux élections législatives. On est revenu. On est parti aux élections locales. Est-ce que... C'est ça. C'est parce que nous n'avons pas voulu parler. Mais nous avons, du moins, déposé nos requêtes de tout à des endroits où il faut le faire. Est-ce qu'ils ont fait le point? Vous voulez qu'on parte encore aux élections et que les chefs traditionnels qui, réceptionnent le matériel électoral, que de toute façon, une partie des acteurs passent de la nuit, remplis de monde les unes avant de les amener dans les bureaux de vote? Une seconde. Laissez-moi une seconde. Ouais. Je ne suis pas n'importe qui. Quand il dit que je ne suis pas n'importe qui, je ne suis pas naïf ou un innocent par rapport au processus. J'ai vu. Et donc je dis, rassurons-nous avant d'aller. Mais quel est ce match-là? Et puis de toute façon, on dit parce que Messi est dans l'équipe, là que l'équipe de Messi doit gagner. Dites-moi un peu. Messi n'a jamais pas perdu dans un match. Messi a joué, il a perdu des matchs. Mais ici, de manière continue, le match que Messi, l'équipe dans laquelle Messi joue, l'équipe gagne toujours. Vous pensez réellement qu'aujourd'hui, une victoire éventuelle donc de Messi là, donc, au prochain match ferait le bonheur de tous les Togolais? Il faut qu'on soit sérieux. Oui, on n'a pas parlé de victoire de Messi, mais d'aligner Messi, c'était ça? Non, une seconde, parce que Messi, depuis qu'il va à cette compétition, n'a jamais joué. Et pourtant, de toute façon, le nôtre là, je n'ai pas vu le nombre de buts qu'il a marqué avant. Mais ce que vous dites, c'est intéressant. Vous avez dit que vous avez été Premier ministre, vous avez assumé de hautes fonctions. Mais ça, c'est sûr. Au Togo, oui. Président de l'Assemblée nationale, oui, Premier ministre, même au sein de l'ancien parti au pouvoir, vous avez exercé des rôles très importants. Mais pourquoi vous ne prenez pas votre bâton de pèlerin, vous rencontrez qui il faut pour parler comme vous le faites? Mon cher ami, une seconde. Franchement. Non, une seconde.
Vous pouvez être écouté. Non, une seconde. Ben si, ils savent. Si les conseils qu'on donne sont en deçà des ambitions du moins que les gens nourrissent dans leur intimité, c'est ce résultat-là. Conseil, oui, quand on me demande, je donne. Parfois, même quand moi-même je vois le danger, je donne ou je crie. Mais de toute façon, est-ce que les gens ont tenu compte de ces conseils? Si on a tenu compte de ces conseils, je suis sûr que le Togo ne serait pas dans cet état. Mais pourquoi vous ne le faites pas officiellement? Vous sollicitez un rendez-vous, comme le font certains partis ou leaders de l'opposition, notamment FAB. La C14 aussi a demandé à voir le chef de l'État officiellement. Pourquoi au but où le MPDD ne l'a pas fait? Pourquoi ne l'avez-vous pas fait en tant que personnalité de ce pays? Une seconde, nous l'avons beaucoup fait dans le passé. Mais nous considérons que quand tu amènes un cheval là, au bord du fleuve, et que le cheval refuse de boire, c'est le plus ta faute. Et d'ailleurs, parce que de toute façon, on a donné tellement de conseils que les gens ne veulent pas suivre et que du moins le pays est dans cet état. Ça fait partie aussi des raisons pour lesquelles nous avons dit ok, on est candidat, on va aller faire mieux que vous. Ou peut-être vos conseils sont partisans parce que vous êtes à la tête d'un parti politique. Non. Vous nourrissez l'ambition de conquérir le pouvoir aussi. Donc les autres ne sont pas obligés de tenir compte de vos conseils. En fait, j'étais découragé de tout ça. Découragé de tout ça. De voir qu'aujourd'hui, les gens avaient tous les moyens qu'on a. Parce que nous, on a travaillé, il ne faut pas que les Togolais oublient ça. Hein. Nous avons travaillé en période de suspension de la coopération. Mais pourtant, les gens mangeaient 3 fois par jour, les gens étaient contents. Même, je ne veux pas. Une seconde, je vais terminer. Même, je ne veux pas dire que bon, c'était très beau, bon. Et puis les gens peuvent se plaindre de certaines choses. Mais de toute la misère, tel que c'est installé ici, maintenant, n'était pas là quand on a coupé la coopération sous l'autorité de toute façon du général Adem. Mais, Monsieur Kodjo, est-ce que vous pouvez prouver aujourd'hui qu'à votre époque, les Togolais vivaient mieux qu'aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez... Passe votre caméra dans les rues. Passe les caméras dans les rues. Les gens disent que, en tout cas, sous le père, c'est mieux. C'est pas moi qui le dis. Monsieur, vous n'avez pas entendu ça? Monsieur, tout le monde a son opinion sur la question, mais en tant qu'économiste... Non, une seconde. Non, une seconde. Scientifiquement, si on prend le PIB du Togo aujourd'hui, il a beaucoup évolué. Vous prenez le budget national, il a triplé, même quadruplé de votre temps aujourd'hui. Vous savez que l'une des questions que j'avais posées au ministre Ayassor, qui était mon contradicteur, donc, le ministre de l'économie à l'époque. À l'époque, il dit, mais comment se fait-il que le Bénin a affiché un budget de 1250 milliards et que vous êtes à 250? Bref, je ne vais pas revenir ici. Un budget de 250 milliards, non? Il faut aller vérifier dans les archives. En 2010, nous étions à 250 milliards. Oui, et je crois une seconde. En 2019, aujourd'hui, le budget du Togo... C'est ça. Oui, je dis, vous ne me comprenez pas. C'est vous qui sortez des chiffres en disant que le budget a fait ceci. J'ai dit, je ne veux pas ouvrir une autre polémique. Nous gardons ces polémiques-là pendant la campagne de mon présidentielle. Et je dis ceci, qu'en 2010, le Togo avait un budget de 250 milliards. Le Bénin en avait 1211 milliards. Entre-temps, donc, le Premier ministre Humbo avait fait un tour du monde à Bruxelles et il est revenu nous dire donc qu'il a mobilisé 600 milliards. Et donc, je demandais donc au ministre Ayassor, dans les 250 milliards là, quelle est la part de ce que le Premier ministre Humbo a mobilisé sur, en tout cas, le marché financier donc, à Bruxelles. Donc, bref, on ne va pas revenir là-dessus. Mais ce qu'il y a, je dis, en promenant vos caméras, vous entendrez, dans les milieux les plus sentis, que, en fait, que hier était mieux qu'aujourd'hui. Je ne vous... Enfin, difficile à croire, parce que j'ai encore en mémoire votre document. Il est temps d'espérer que vous avez sorti en 2003. Oui. Dans ce document-là, oui, ce que vous décrivez, c'était la misère, c'était pratiquement le chaos. Non, j'ai encore le texte par cœur. Écoutez-moi bien. C'est le refus. Une seconde. C'est le refus de faire des réformes. Et en fait, ce qui s'est passé là, c'est plus dû au sérail de toute façon qu'à l'équipe du Moussoumbé incarner l'épicentre. Écoutez-moi bien. Nous avons reçu des informations qu'il faut faire les réformes. Si vous ne faites pas les réformes, le jour où il y a demande disparaître, vous allez voir ce qui va se passer. Ça s'est passé ou ça ne s'est pas passé?
Oui, mais vous n'avez pas parlé que politique. Vous avez évoqué la situation économique également. Vous avez parce dit, que une seconde. Alors, une situation exsangue, l'économie étranglée. Ce sont quelques mots de votre test, docteur Kojo. Le mot étranglé n'était pas dans votre... Je parle de patrimoine. Non. Vous avez parlé d'économie exsangue. Vous savez, j'assume tout ce que je fais. Oui. Mais je vous dis, les raisons de la rupture, c'est le refus de faire des réformes. Écoutez-moi bien, c'est le refus de faire des réformes. Parce qu'il fut établi dans ce pays, au niveau du corps diplomatique, que, si le pays est en panne là, c'est parce que de toute façon, vous n'avez pas fait des réformes. Mais celui qui résiste aux réformes là, c'est le MPT. Moi, de toute façon, à mon âge, à l'époque, je ne vois pas de toutes les raisons pour lesquelles il ne faut pas faire les réformes. Moi-même, de toute façon, au niveau, je vais terminer. Oui. Au niveau donc du RPT, on nous appelle les réformateurs. J'ai fait des réformes au port. Quand on fait des réformes bien réfléchies, ça donne des résultats. Pourquoi ne l'avez-vous pas opéré au sein du RPT, alors que vous étiez une des figures de proue de ce parti? Est-ce que vous connaissez est-ce que vous connaissez même de toute façon que le déroulé même de ce qui s'est passé? Il y a eu Péré d'abord qui a dénoncé. Qui a beaucoup Péré. Oui, qui a dénoncé les dysfonctionnements du parti. Qui a ça. Hier, on interdisait aux gens. Donc, hier, nous plaignons qu'on nous interdisait de faire des meetings. Aujourd'hui, c'est nous qui interdisons aux gens. On a fait de toute façon, on nous persécutait aujourd'hui. Bref, je veux dire que si on avait fait les réformes en 2002, je pense quand même que la situation dans laquelle le Togo se trouve aujourd'hui ne se trouverait pas dans cette situation. Bref, je veux dire que j'ai donné des conseils. Je ne suis pas écouté, ou suffisamment, donc écouté. Ou on t'écoute poliment, mais on ne fait pas ce que tu dis. Mais écoute, à un moment donné, de toute façon, on en a marre. Donc, c'est pas ça la question. La question, c'est que de toute façon, nous sommes à la veille donc, d'une élection. Je dis les Togolais souffrent. Et pour refermer cette parenthèse, est-ce que les rêves que vous portiez à l'époque étaient déterminés par les problèmes qui minaient le Togo, ou c'était des ambitions politiques? Certains vous reprochent à l'époque de vouloir être le dauphin du président Ignace Beya. Est-ce que c'était ça le problème, ou vous vouliez vraiment... C'est quoi? Peut-être que c'est une question de sémantique. Et c'est quoi être le dauphin du président? J'étais président de l'Assemblée nationale en cas de vacance du pouvoir. C'est chose, comment tu dis, le président de l'Assemblée nationale donc, qui assume l'intérim. C'est ça, non? C'est une seconde. C'est la loi. Bon, écoutez, je n'ai pas passé un concours de tout pour devenir président de l'Assemblée ou Premier ministre. On a pensé que j'avais les canaux nécessaires de les assumer. C'est pour ça qu'on me l'a donné. Comment je peux nourrir de le truc que je suis dauphin? Celui qui a pris le pouvoir, là, il était dauphin. Celui qui a pris le pouvoir après la mort de son père, là, il était dans le dauphinat, il était dauphin. Alors, je crois quand même qu'il faut poser des questions qui peuvent nous amener à améliorer le processus et puis à ouvrir des perspectives pour les Togolais. Mais maintenant, je ne sais pas comment quelqu'un peut demander dauphin. Ce qui est sûr, j'étais au cœur du système. Je voyais beaucoup de choses que je ne voyais pas avant. J'écoutais beaucoup de choses. On ne va pas parler ici. Donc, je dis, les gens estiment dans le pays aujourd'hui et à l'extérieur du pays que sous le père, c'était mieux. Vous pensez la même chose? Pardon? Vous pensez la même chose, vous? Je dis, oui, je pense la même chose. Oui. Si de toute façon nous étions, du moins, comment je dirais, sous le régime du père, nous avons eu déjà au moins 3 ou 4 réunions avec le chef de l'État sur les questions de toute façon, bon, pour lesquelles donc le président républicain estime qu'il n'est pas d'accord. Nous en avons eu au moins 2 ou 3 réunions. La seule réunion que nous avons eue, c'est au niveau du comité de suivi. Et quand, enfin, d'abord même, les acteurs politiques ne savaient pas qu'on avait mis en place quelque chose comme comité de suivi. Ils sont qui dans ce comité de suivi? Et qu'on a aidé, quand Maître Agboibo, du CAR, et Jean-Pierre Fabre, donc de l'ANC, et Mme Brigitte Adjamagbo, de la C14, nous demandaient, mais toutes les revendications là que nous avons formulées, est-ce que donc on ne peut pas l'inscrire donc dans l'ordre du jour de la rencontre? On dit non, mais ils sont sortis. Je dis bien, si c'est sous Yadima, nous aurons eu au moins 2 ou 3. Voilà. Je ne dis pas qu'il va donner 100 2 ou 3 réunions pour ne pas donner des résultats. Non. Il cède. Il va céder au moins. Si on amène au moins une dizaine de revendications, si c'est au moins 2 ou 3, c'est aussi des acquis. Mais pour l'heure,
tout ce que de toute façon les différentes chapelles de l'opposition ont exprimé comme des éléments pouvant améliorer le cadre électoral pour qu'on fasse des élections de toute façon au lendemain paisible, mais rien n'a été pris en compte. Et puis on a le sentiment du moins qu'on exécute une feuille de route pour de toute façon, pour être bien vu, donc par, je sais pas, la CEDEAO ou la communauté du monde internationale disant que non, on a donné droit de vote donc à la diaspora. Oui, on a fait ceci, mais on ne le fait pas à fond. Parce qu'en fait, on a le sentiment que c'est des mesures insincères. C'est-à-dire qu'on pense autre chose derrière. Ça veut dire quoi? Vous allez demander à quelqu'un qui a quitté le pays, qui envoie de l'argent à ses parents, qui du moins a ce cordon ombilical-là que pour s'inscrire, il faut la carte d'identité, il faut le passeport, il faut également, comment vous appelez ça, la carte consulaire. Ces trois choses-là pour démontrer qu'on est Togolais. Oui, mais M. Kodjo, vous étiez à l'Assemblée nationale lorsque ce test a été voté. On ne vous a pas vu vociférer, on ne vous a pas vu taper du poing sur la table. Ah bon? Vous étiez là-bas? Vous étiez là-bas? Allez demander de toute façon, d'abord même au ministre Boupessi, le commissaire du gouvernement. Allez demander si je n'ai pas demandé de simplifier la production de papier pour justifier qu'on est Togolais. Allez demander. Vous savez que tout ce que je fais, d'abord vous avez une assemblée, du moins ce qui est, je dirais, injustement, du moins, mais comment je dirais, écrasante, pour une formation politique. Je dis injustement. Je dis injustement écrasante. C'est moi qui le dis, j'assume. Et que de toute façon, bon, on est 2 ou 3 là, bon, à vociférer, même donc au sein de l'opposition parlementaire, de tout, il y a plusieurs courants. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? Donc vous dites votre impuissance à l'Assemblée nationale. De toute façon, oui, mais d'une manière ou d'une autre, quand vous êtes minoritaire, du moins à l'Assemblée, et quand vous faites face également de toute façon à ce groupe parlementaire, du moins qui est là, vous n'avez pas beaucoup de marge de manœuvre. Et ce n'est pas ici le lieu indiqué pour étaler de tout les dysfonctionnements que nous observons du moins au niveau de l'Assemblée nationale. Eh bien, pourquoi vous n'avez pas essayé d'autres recours? Cher ami, nous sommes venus pour parler de la préparation des élections présidentielles. Le temps passe, d'autres recours. Laissez-moi mes problèmes avec l'Assemblée nationale. Je dis, je suis hostile donc au boycott. Bon, j'ai été, je vois, je pensais que du monde le logiciel de toute façon qui fonctionnait avant avec un leader jeune, un leader ceci que, en tout cas, ça a été reconfiguré, mais je pense quand même que ça a été, je dirais, plus renforcé de toute façon que par le passé. Vous parliez de négociations, de discussions à faire. Vous avez peut-être oublié la semaine dernière les consultations qui ont été ouvertes par le ministre de l'Intérieur, M. Boupessi, à l'endroit de l'opposition notamment. Il y a de nouvelles consultations qui ont été ouvertes la semaine dernière. Les consultations passées. Donc la seule que nous avons eue au ministère de l'administration territoriale avec... Je parle de celle-là, justement. Oui. Donc, pourquoi vous n'avez pas profité de l'occasion pour aplanir les divergences? Mais dis donc, quand les autres sont partis, nous disons qu'on va rester jusqu'à la fin. Et comme il y a une convergence, on a tous de toute façon les mêmes revendications. Nous avons posé donc toutes ces revendications dans la salle. Je reprends. Quand nos 3 collègues donc, ont quitté, parce que, pour une question de principe, si vous êtes comité de suivi, tout ce que la C14 a sorti, par exemple, au lieu de faire une révision des listes électorales, maintenant que nous avons des communes, refaire, donc, comment vous appelez ça, un recensement commune par commune. Ils ont revendiqué c'est une chose. Mais maintenant, les gens, quand vous nous convoquez à une réunion, ils disent, introduisez cette requête-là dans l'ordre du jour. Vous dites que non, on ne va pas l'introduire. Ils ont quoi? Moi, de toute façon, ayant assumé de hautes fonctions, c'est manquer de courtoisie républicaine. Lorsque un membre du gouvernement vous appelle et que, parce que vous n'entendez pas sur l'ordre du jour, et vous sortez. C'est une première raison qui m'a amené, moi, à rester. En estimant que peut-être dans les divers ou dans le déroulé donc, de l'ordre du jour prévu, nous trouvons des failles pour de tout poser nos problèmes. On a posé tous les problèmes que nous avons de toute façon dans nos portefeuilles avant d'aller à cette réunion. Mais
c'est balayé de revers de main. Mieux même, de toute façon, bon. Pourquoi les discussions politiques au Togo souvent ressemblent à un dialogue de sourds? Pourquoi vous ne vous entendez pas? Nous ne nous entendons pas parce que les rapports de force ne sont pas en faveur de l'opposition. Vous avez compris? Mais on ne s'entend pas. Quand vous prenez tout ce qu'il y a eu du monde comme dialogue, discussion, que ce soit sur les îles de ceci, il y a toujours du monde le rapport de force qui a manqué à l'opposition. Mais vous ne travaillez pas pour inverser, donc pour créer le rapport de force nécessaire pour faire avancer vos idées. C'est compliqué la politique au Togo, surtout. Hein. En fait, ce serait intéressant de montrer que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui viennent faire 1 an. De tout temps, je crois quand même qu'ils vont prendre ce ticket-là, qui viennent faire 1 an, 2 ans, ou un quinquennat dans l'opposition, et comprendront demain, s'ils reviennent au pouvoir, qu'il ne faut pas être aussi dur, aussi fermé, et comment je dirais, aussi cynique, si vous voulez, contre les gens qui sont dans l'opposition. Parce que, tu sais... Tu ne peux pas être généreux dans ta vie si tu n'as pas été victime de l'avarice de ceux qui t'entourent. C'est en ayant vécu cela que lorsque quelqu'un vient, il laissera un besoin, le sentiment dans lequel, de toute façon, ou le sentiment que tu éprouvais quand tu n'en avais pas, et que tu avais besoin de toute façon de la générosité, voilà. C'est tout ça qui amène les gens à changer de comportement. Mais je pense qu'il faut qu'ils viennent goûter. Et je crois que le moment arrive. Ils vont faire 5 ans au moins dans l'opposition et ils vont apprécier que demain, s'ils reviennent au pouvoir, ils seront moins arrogants et puis de toute façon moins fermés. Donc votre expérience dans l'opposition a été une épreuve difficile? Vous dire que ça n'a pas été une épreuve difficile, c'est vous mentir. C'est pour ça que ceux qui n'ont pas la capacité d'encaisser les coups, ceux qui n'ont pas la capacité de résilience préfèrent de toute façon aller, même si c'est passé sous les fourches codines, se rendre au pouvoir. Parce que de toute façon, rien n'est fait pour encourager. Donc, avez-vous eu cette tentation aussi? Parce qu'on a vu, durant les 2-3 dernières années, une forme de rapprochement avec la présidence. Vous avez même fait quelques missions de haut niveau avec la présidence. On vous a vu vous afficher aux côtés du président de la République. On vous a vu depuis un moment perdre le langage virulent, plus conciliant. Ça veut dire que moi, je ne suis pas virulent. Ceux qui me connaissent savent que je suis un homme très doux. Il faut savoir où me prendre. C'est comme votre épouse à la maison. Vous savez où vous la prenez. Et puis, de toute façon, elle vous offre toutes les gentillesses nécessaires. Moi, je n'aime pas l'injustice. Vous dites que, on m'a vu, il a fait des missions. Lorsque le chef de l'État me sollicite, on dit, le Togo organise un grand événement, vous avez fait avec mon père, comment on fait? Bon, je dis non, c'est parce que lui et moi on est dans le même camp, je ne vais pas lui montrer comment on fait. Je dis, voilà comment on fait. Et donc, on peut me trouver avec le chef de l'État, ce n'est pas un problème. Ça ne veut pas dire du mot que je renonce sans mes convictions. Moi, j'ai une vision pour ce pays. Et la vision que j'ai pour ce pays ne date pas d'aujourd'hui. Donc, ponctuellement, si on me sollicite pour un truc et que je suis en capacité d'offrir, je l'offre. Et donc... Oui. Monsieur Kodjo, certains ont beaucoup compté sur vous. Avant de préparer cette émission, j'ai eu quelques échanges avec certains de vos proches. Beaucoup ont compté sur vous comme étant l'homme qui a la capacité de trouver la faille du système, parce que c'est un système que vous connaissez très bien. Pourquoi vous n'avez pas été efficace, Monsieur Kodjo? L'histoire nous le dira. J'ai apporté ce que je peux apporter à cette opposition. Mais je pense quand même qu'il y a la guerre des égos. C'est-à-dire que c'est pas un banc, le fauteuil présidentiel. OK? Même si je considère que l'autre ne peut pas aller pour le moment. Mais s'il est efficace, il peut ouvrir d'autres perspectives, je le laisse aller.
Il y a plein de choses que je ne peux pas développer sur cette antenne. Je laisse aller. Mais bon, je pense que nous-mêmes également, nous avons un peu péché. Sinon, à un moment donné, donc, le pouvoir était à 1 centimètre. Et, à quel moment? Je ne le dirai pas non plus. Et l'opposition républicaine ne peut pas affirmer que, depuis que nous travaillons ensemble, que je n'ai pas montré de toute façon des stratégies que nous pouvons adopter de toute façon pour essayer, si vous voulez, d'équilibrer un peu les choses. Vous voulez dire que l'opposition ne vous a pas soutenu? L'opposition n'a pas travaillé? Il faut faire attention. Et quand nous parlons de l'opposition togolaise, mais il y a plusieurs fragments dedans, il y a plusieurs chapelles dedans. Et donc, je dis l'opposition en général. Mais bref, là n'est pas la question. Puisqu'on s'est levé, maintenant là, pour faire quelque chose de propre pour le pays, de quelque chose qui va réhabiliter, si vous voulez, donc l'espérance dans le pays. Bon, laissez-nous agir dans les jours et semaines à venir. Pour peu que... Bon, c'est pour ça que nous demandons, en tout cas, des règles du jeu équilibrées, justes. Qu'on ne dépose plus les urnes chez les chefs traditionnels, qu'on aille les remplir avant de déposer tôt à 6 heures dans les bureaux de vous. J'ai vu de mes yeux. Oui, si l'opposition vous avez pris comme capitaine d'une équipe, en raison de votre expérience et de ce que vous savez, de ce que vous pouvez faire, est-ce que ça aurait pu changer la donne dans le passé? Je ne peux pas le dire parce que l'opposition ne m'avait pas choisi à cette époque-là. Si je dis ça, tout ce que je... Non, rassurez-vous. Ce que je peux vous dire, c'est que dans la sous-région aujourd'hui, la plupart de ceux qui sont chefs d'État n'ont pas un parcours différent de celui d'Agboué Kodjo. Vous voulez des gens? Macky Sall, prenez son CV. Kaboré au Burkina Faso. Oui. Ibeka, je peux continuer. Bref, pour dire que ces fonctions-là, si on se lève sans expérience pour aller les chercher, ou chercher, du moins à les incarner, ces fonctions, notamment donc la présidence de la République et tout ce qui entoure, on commet des erreurs fatales dont les conséquences sont énormes pour les populations. Il faut une dose d'expérience. Et donc, de toute façon, bon, on a tous annoncé nos candidatures, mais sur les médias étrangers, ils cherchaient de moins à entendre ce qu'on dit de la candidature d'Agboué Kodjo. Bref, je vais dire, être en mission au service de l'autre, comprendre sa problématique et tenter de lui apporter une réponse. Je crois que tout l'enjeu est là. Parce que tout projet politique doit viser l'émancipation, doit être un projet d'émancipation individuelle et collective. Oui, c'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui, là, en tout cas dans cette mission, si demain il y a un changement, après un quinquennat, tu regardes tout autour de toi, qu'est-ce qui a changé? Mais c'est ça, est-ce que tu es plus émancipé? Ici, nous avons l'inclusion dans tout ce que nous déclinons comme politique publique, mais nous faisons l'exclusion. Au cours de la seconde partie, je vais vous donner la parole pour que vous nous présentiez ce que vous avez le ventre. Hein, il y a deux parties. Oui, après une pause de journal. Mais dites-moi, est-ce que vous n'avez pas eu tort de ne pas avoir assez joué votre partition lors de la crise de 2017 ayant abouti aux législatives de 2018, de décembre 2018. Est-ce que vous n'avez pas manqué d'apporter votre appui à ce groupe de l'opposition pour afin changer les donnes à l'époque? Lâchez le mot au lieu de pouvoir, au lieu de vouloir l'avaler, parce que vous avez peur. Non, il faut vendre la peur. Si vous je ne fais que poser des questions. Vous pouvez rien faire. Non, je pense qu'il y a une erreur dans ce truc. Mais l'erreur, de toute façon, n'est pas de mon fait, n'est pas du fait de mon parti ou de ceux qui pensent ou pensaient donc comme moi. Poser comme problématique ne peut avoir le ticket de participation à ce dialogue que ceux qui ont marché dans la rue. Je crois que c'est une erreur. Parce que d'une manière ou d'une autre, j'aurais apporté beaucoup. Il y a un diplomate qui est en fin de mission au Togo qui m'a dit que il y a de nouveaux acteurs qui veulent émerger.
Si on vous met du moins dans l'équipe, ça va empêcher certains d'émerger. Parce que, ayant assumé les fonctions qui furent les miennes, les négociateurs de toute façon demanderont le plus souvent mon avis. Exemple, lorsqu'il y a eu cette crise familiale donc, entre le président de la République, Faure Gnassingbé, et son jeune frère, Kouyaté Gnassingbé, le président Bongo a envoyé un avion ici me chercher pour prendre mon avis. Toi qui connais le père, toi qui connais du moins ces jeunes, je ne sais pas s'il me fait comprendre. C'est-à-dire, si je ne prenais pas donc à la participation, non, si je ne prenais pas au dialogue, du côté de l'opposition, j'ai dit, je serais plus consulté que certains. Vous avez été muet à l'époque. Non, une seconde, vous avez posé... Mais dis donc, qui vous dit ça? Qui vous dit que du moins on était muet? Vous savez ce qu'on a fait? Et en définitive, de quoi qu'ils ont dit, mais si c'est ça là, que Uni n'a qu'à nous mettre de toute façon sur sa liste pour aller. J'ai dit, mais moi je ne suis pas Uni, pourquoi je serais du moins sur la liste d'Uni? C'est que le fait de vouloir aller du moins au dialogue, je vais mettre du monde sur la liste d'Uni. Si je me mets sur la liste d'Uni, vous voulez du monde au dialogue, je défends la liste d'Uni qui ne veut pas s'ouvrir, qui ne veut pas faire de concessions. Bref, pour dire que ce n'est pas que j'ai refusé d'aller au dialogue. Moi, j'ai dit, je ne suis plus jeune. Ouais, mes cheveux, je ne suis plus jeune. Nous avons marché le 12 juin 2012 à Décon. Celui chez qui, là, on a dégoupillé, comment je dirais, le gaz lacrymogène, fumigène, c'est moi. Et quand j'ai commencé par courir, on tirait sur moi comme du monde, on tire sur le lapin. J'ai franchi le premier mur. Docteur, j'ai franchi une seconde, je vais terminer. Le deuxième mur, mais là, il est à 3 mètres. Mais cette photo, vous en avez fait quoi? Je n'ai plus la même force quand ceux qui n'ont rien compris que assurer la sécurité des gens, ça ne veut pas dire tirer donc sur les leaders politiques. Docteur, si on veut tirer sur vous, franchement, est-ce qu'on ne vous aurait pas eu? Est-ce que vous aurez le temps d'escalader une seconde de 3 mètres? Oui. Quoi, vous dites ça pour être bien avec vos amis? Attention, hein. Ça dit ce que j'ai vu. Vous parlez de ce que j'ai eu, Gilles, on est amis, mais tu as construit d'autres amis. Oui, non, attends, Gilles. Mais je sais, non. Bon, dites alors. Gilles, attends. Docteur, vous parlez de quel ami? Non, attends, Gilles. Ce que j'ai eu là, et puis j'ai failli perdre un ami là, un cadre extrêmement brillant, qui est de la diaspora, j'ai failli le perdre ce jour-là. Si on vous le fait, si on dit qu'il y a encore manifestation, vous n'irez plus. Mais en fait, ils ne me connaissent pas assez parce que je n'aime pas qu'on me intimide. Je n'aime pas qu'on m'intimide parce que je les ai vus tous arriver. Et à la limite, de toute façon, nous l'avons balisé le chemin. Et donc, je dis que personne ne m'embête. Donc ça là, quand on a ça, et que 2012, par rapport à, du moins à 2018, il y a 6 ans, j'ai fait un saut de 3 mètres. Hein. Il faut savoir que j'étais des vrais correcteurs. J'ai failli de toute façon j'ai failli casser mes pieds. Mais quand on a vécu ça, on se dit, oui, je vais y aller. Je vais participer aux marches. Mais il faudrait que ce soit correctement fait pour que nous puissions éviter ce genre de choses. Pourquoi nous demandons ça? Parce que nos revendications ne concernent pas que le cadre électoral. La loi sur la manifestation, nous voulons également donc qu'on revoie ça. Quand je vais marcher pour exprimer mes préoccupations, je ne veux pas subir de gaz lacrymogène et commencer par courir. Je n'ai plus la même force que celle que j'ai en 2012. Oui, mais franchement, est-ce que vos amis de l'opposition qui ne voulaient pas vous voir à leur côté pour le dialogue là, est-ce qu'ils n'ont pas quelque part raison? Parce que pendant qu'ils marchaient, pendant qu'ils revendiquaient, on ne vous a pas beaucoup entendu. Sinon, même certaines déclarations parfois... Non, dis donc. Oui. Dis donc. Vous ne les avez pas soutenus. Assez. Mais qui vous dit ça? Vous avez plutôt critiqué les manifestants. On vous a vu faire quelques diatribes à l'endroit de certains partis, notamment l'ANC, etc. Est-ce qu'ils n'ont pas eu raison de vous écarter au moment de discuter? Vous savez... Parce qu'ils n'ont pas assez eu confiance en vous. Non. Ah, vous savez... Il ne faut pas mépriser certaines valeurs dans le pays. Pourquoi? L'expérience a montré
que lorsque l'opposition se met ensemble, elle gagne des combats. Nous l'avons vu donc pour les locales. Au jour d'aujourd'hui, nous nous consultons. Nous échangeons nos idées. Et donc, je considère que cela là relève du passé. L'opposition, bon, il ne veut pas dire radicale, mais plus dure, moins molle, ne peut pas affirmer qu'on les a abandonnés. Il faut consulter, c'est-à-dire que bon, le Togo n'est pas créé ex nihilo, il y a eu un passé, ainsi de suite. Je ne sais pas si tu comprends. La lutte pour la démocratie n'a pas été créée aussi ex nihilo. Donc il y a eu des hommes et des femmes qui étaient sur le parcours. Mais je pense quand même que, et jusqu'où il dit, par la courtoisie républicaine voudrait que, même si on ne m'a pas associé, que du moins on ne nous a pas associés, donc à la marche ou à la réflexion, mais que de toute façon que les gens viennent au moins pour dire que bon, écoutez, vous n'y allez pas, mais quel est votre point de vue? Comment vous voyez ça? Mais la preuve, c'est que de toute façon, le manque de coordination, d'échange, bon, c'est ce que ça a donné. Mais ne pas avoir fait ça, est-ce que vous l'attribuez à quoi? C'est de l'incompétence, de la haine, du mépris? Ils n'ont pas le profil du job? Ou ils ne savent pas? Moi, je ne sais pas. Je ne peux pas parler de ce truc-là parce qu'il n'y a pas longtemps, de toute façon, toute la classe politique s'est retrouvée pour résoudre un problème. Et donc, je ne peux pas parler du mépris. Peut-être que, bon, chacun n'a pas intégré suffisamment ce que l'autre peut apporter. Et donc, voilà. Mais vous mettez sur le plan sémantique le mot qui convient pour vous là-dessus. Mais moi, donc, je ne parle pas de mépris. Quand il s'agit donc de faire quelque chose pour sauver donc des millions de jeunes, des millions de gens, des gens qui souffrent, je crois quand même que nos petites guéguerres, ou dire que non, je suis mieux placé que lui, ou de toute façon, lui ne peut pas aller. Non, l'autre, il était dans l'autre école hier. Pourquoi il vient s'inscrire dans la nouvelle école? Bon, bref. Est-ce que vous pensez sincèrement qu'on peut aller à la présidentielle de 2020 sans réforme? En principe, non. Mais je connais l'adversaire en face. Parce qu'en fait, quand l'adversaire en face, il lui arrive, bon, de faire des choses que ceux qui ne sont pas dans leur logiciel peuvent considérer comme insensés. Donc vous comprenez tout? Pardon? Donc vous comprenez tout? Écoute, je dis, ce n'est pas bon pour même les élections et pour l'avenir du pays que nous nous rendions aux élections sans les réformes. Mais je dis, connaissant l'adversaire que nous avons en face, qu'il lui arrive de faire des choses, puisque nous ne sommes pas dans l'économie de ce qu'ils font, nous considérons que ce qu'ils font là est insensé. Donc, tout est possible. Est-ce que vous irez à ces élections, quelles que soient les conditions d'organisation? Je ne pourrais pas vous répondre dans le temps que vous m'accordez sur ce plateau. Mais j'aimerais bien vous faire savoir que le parti a des instances et que le moment venu, il avisera. Le parti, c'est vous, non, Monsieur Kodjo. C'est vous qui incarnez. Si c'est moi le parti, c'est vous qui l'avez lorsque j'ai senti le besoin d'annoncer ma candidature depuis donc à la capitale française, je n'aurais pas besoin donc d'organiser un congrès pour entériner. Oui, vous avez dit entériner, ça veut dire que c'est vous qui avez soufflé l'inspiration nécessaire. C'est un truc démocratique. Si quelqu'un d'autre est prêt, de toute façon, il pourrait aller. Peut-être que moi, je suis en train de jouer le dernier quinquennat, là. Quand on va aux élections, on revient en fonction. Bon, je peux passer la main. Dans tous les cas, je vais passer la main. Dans tous les cas, je vais passer la main. C'est-à-dire que... C'est votre dernière chance. Vous vous trompez. C'est vous qui le dites. Vous avez dit que de toutes les façons, vous passerez la main. C'est-à-dire, écoutez-moi bien. Si je suis élu président de la République, je n'aurai pas le temps de gérer le parti. Je passe la main. Si je ne suis pas élu, donc président de la République, écoutez, je n'aurai pas de tout l'enthousiasme et l'énergie nécessaire. J'ai de tout temps suffisamment de 4 compétents derrière et continuons. Donc c'est pour ça qu'il dit, dans tous les cas, je passe la main. Mais quel est votre avis personnel sur la question? Si les je dis bien que aussi bien au niveau, au niveau international qu'au niveau des forces
de la société civile et des partis politiques de l'opposition, tout le monde réclame des réformes. Parce que chacun craint que le syndrome de 2005 ne se reproduise. Moi, c'est clair. Donc, vous êtes au gouvernement, le gouvernement de la République. Vous gouvernez pour l'intérêt du peuple. Le peuple demande. Une partie du peuple demande. Si vous aussi vous dites que non, vous avez votre peuple et que nous aussi nous avons notre peuple, le peuple demande que des réformes soient faites. Qu'est-ce que vous appelez peuple? Je ne sais pas. Moi, je peux parler du peuple. Donc, ceux qui sont militants, sympathisants, adhérents, de toute façon, à ma conception politique. C'est une partie du peuple, ça. Donc, les autres ont aussi leur peuple. Donc, excellent. Dites une partie du peuple, alors. Quand je dis le peuple, c'est que en discutant avec Jean-Pierre Fabre, donc il est d'accord. Il partage la nécessité de faire des réformes avant d'aller aux élections. Quand je discute avec Brigitte, même chose. Et donc, quand tu agrèges tous ces peuples-là qui se reconnaissent là en certains leaders, je crois que ça devient énormément important par rapport de toute façon donc, à ceux avec qui nous voulons discuter. Mais il y a d'autres qui font sonner notre son de cloche. J'ai écouté le ministre Trimoine, j'ai écouté le ministre Barara, j'ai écouté plein d'autres dire que les réformes sont déjà opérées, que ce que vous avez, c'est suffisant pour organiser des élections transparentes. Je leur souhaite de venir passer au moins quelqu'un donc au niveau de l'opposition, ils changeront de langage. C'est aisé d'être là. Moi aussi, c'est aisé. On était tous d'être là. Oui, c'est vrai, de dire aux autres que c'est suffisant pour vous. Quand de tout il y aura une inversion et qu'ils viendront dans l'opposition, ils changeront de toute façon, en tout cas, leur univers lexical. Donc vous ne désespérez pas de voir les réformes opérées avant. Oh, je sais comment fonctionne le pays, non? Il suffit seulement que 2 ou 3 milieux, de toute façon, disent qu'il faut le faire, du moins ils vont le faire. Vous parlez de quel milieu? Non, ça n'a pas d'importance. On peut continuer. Vous parlez de milieu diplomatique? Je ne sais pas. Mais vous savez comment ça fonctionne aussi, non? Mais écoutez, un journaliste de grand vol comme vous savez, non? Ah, cette fois-ci, j'ai un compliment après m'avoir trouvé un sac d'amis de l'autre côté. Non, de toute façon, vous avez honte de vos amis, il faut les accepter. Vous les avez cités tout à l'heure, d'ailleurs. Qui sont-ils? donc vous me reniez, je ne suis plus votre ami, alors. Non, mais écoutez, moi, j'ai des amis au sein de UNI. Je ne veux pas les renoncer parce que moi, je suis retourné dans l'opposition. Donc vous parliez d'UNI, ils sont mes amis. Mais ce que vous avez cité là, de toute façon, pour le moment, ils ne sont pas encore encartés au MPDD ou à l'ANC. Je vous ai cité aussi, j'ai cité Jean-Pierre Fabre. Bon, on y va. Merci. En tout cas, docteur Kodjo, on va marquer une pause. Ah bon? Pour une nouvelle édition du journal. On a déjà fait 45 minutes. Oui, on va reprendre notre discussion dans une dizaine de minutes. Pour la suite. À tout de suite. Okay.